aujourd'hui de la mission ExoMars. En effet, le 14 mars prochain, l'Europe va envoyer les 2 premiers modules de la mission, TGO et EDM, à destination de la planète rouge pour voir s'il y a ou s'il y a eu de la vie sur Mars. Je vais vous présenter généralement la mission. Ensuite, on verra un peu plus en détail le descriptif de chacun des différents modules qui vont partir. Et puis enfin, je vous donnerai le planning de la mission sur les prochains mois et les prochaines années. Vous allez voir qu'encore une fois, c'est de la haute voltige. Tout d'abord, un petit café. Une mission sur Mars met beaucoup de temps à se mettre en place. Voyons la chronologie des événements. Tout commence en 2000 avec le projet Aurora de l'Agence spatiale européenne qui a pour but d'étudier les planètes du système solaire, notamment Mars, et qui comprend l'envoi d'un rover sur la planète rouge, qui prévoit aussi le retour d'échantillons de sol et des missions habitées en 2030. En 2009, la NASA s'associe au projet. Maintenant on parle de 2 rovers, un orbiteur et un atterrisseur. En 2011, pour des raisons financières, la NASA doit se retirer du projet et est remplacée par Roscosmos, une agence russe. Et les lancements prévus sont pour 2016, un atterrisseur et un orbiteur, et pour 2018, un rover. La mission se terminera en 2022. Alors évidemment, une des premières questions qui vient à l'esprit, c'est à quoi ça sert? À quoi ça sert? À quoi ça sert? Et Seigneur, à quoi ça sert? Comme pour la majorité des missions spatiales, sinon toutes les missions spatiales, l'objectif est double. Tout d'abord scientifique, en analysant les gaz de l'atmosphère, savoir s'il y a eu ou s'il y a encore de la vie sur Mars. Et ensuite, technologique, on va envoyer quelque chose de la taille d'un gros pick-up dans l'espace, on va le faire tourner autour de la planète, on va envoyer quelque chose atterrir sur Mars. Ça va demander beaucoup de développement technologique. Et je reviendrai un peu plus tard en détail, mais il faut retenir que c'est très important de maîtriser la technologie d'envoyer des choses sur Mars. Et les chiens? Vous voyez qu'il y a des petits hommes verts et des petits chiens verts sur Mars? N'importe quoi. Je vous présente TGO. Ça fait la taille d'une voiture, à peu près, et ça va servir à 3 choses. Voyager à travers l'espace et apporter jusqu'à Mars l'autre module, qui lui ensuite va atterrir sur la planète. Se placer en orbite et servir de relais de communication. C'est très important d'être autonome par rapport aux communications. Il y a déjà la NASA qui a des satellites autour de la planète. Avec ça, l'Europe va pouvoir se doter d'un moyen de communication directement avec tout ce qui pourra être sur la planète, sans avoir besoin de dépendre des moyens déjà mis en place par la NASA. Enfin, et je dirais que c'est quasiment le plus important, analyser les gaz de l'atmosphère par spectrométrie. La spectrométrie, c'est-à-dire que la sonde va analyser la façon dont la lumière du Soleil réagit avec les particules de l'atmosphère, et on en déduira les différents gaz qui composent l'atmosphère. On va pouvoir ainsi établir une carte assez précise de l'atmosphère de Mars. On va surtout chercher les gaz qui sont d'origine biologique. Le méthane, la vapeur d'eau, les oxydes d'azote, tout ce genre de gaz. Sur Terre, 90% du méthane est d'origine biologique. Sur Mars, d'où pourrait provenir ce méthane? De micro-organismes qui sont actuellement vivants sous la surface et qui dégagent du méthane, ou alors de micro-organismes qui ont vécu sur la planète Mars et dont la décomposition dégage du méthane. Le méthane pourrait aussi être d'origine géologique. À ce moment-là, ça veut dire que les roches réagissent avec d'autres matériaux, et puis la chimie de la réaction fait que ça dégage du méthane. On a déjà une cartographie du méthane de Mars. On sait qu'il y en a. Voici à peu près les zones de densité de méthane. Simplement, là, la sonde qu'on envoie va être capable de mesurer ces taux de différents gaz avec une précision 50 à 100 fois plus importante que ce qu'on avait déjà fait par le passé. Également, la sonde va être capable de différencier le méthane d'origine biologique du méthane d'origine géologique. Alors, pour les chimistes, pour aller un peu plus loin, ce que va faire la sonde, c'est qu'elle va analyser les différents isotopes de carbone qui composent ce méthane. Si le carbone est léger, carbone 12 ou carbone 13 par exemple, ça veut dire que le gaz est d'origine biologique. Les gaz d'origine géologique fournissent des atomes de carbone qui constituent le méthane un peu plus lourds. Je vous présente maintenant EDM, ou de son petit nom Schiaparelli, en hommage à l'astronome italien, pas à la créatrice de mode. Lui, ça fait la taille d'une petite Twingo, et son principal objectif, c'est d'atterrir en fait tout simplement sur la planète. Et ensuite, bien sûr, de relayer toutes les données liées à l'atterrissage. Alors ça a l'air bête comme ça, mais maîtriser un atterrissage sur Mars, c'est beaucoup plus important qu'il n'y paraît.
Par exemple, pour préparer l'envoi du rover dans 2 ans, pour préparer l'envoi de missions habitées dans quelques années. Sur Terre, on sait faire atterrir des avions. Il suffit d'une piste d'atterrissage, même pas forcément goudronnée, et on sait faire atterrir quelque chose qui va arriver doucement. Sur Mars, on n'a pas de piste d'atterrissage, donc déjà on va chercher à faire atterrir quelque chose un peu style façon de Tintin avec des rétrofusées. On est sur une autre planète, donc on ne maîtrise pas forcément bien l'atmosphère, la gravité qui est différente, la composition du sol. Imaginez que dans 20 ans on envoie une mission habitée qui arrive dans des sables mouvants ou dans, je sais pas, 10 mètres d'épaisseur de poussière, et que la station, simplement, elle s'enfonce sous la poussière. Tout ça, on ne sait pas le faire aujourd'hui. Enfin, la NASA l'a déjà fait, l'Agence spatiale européenne ne l'a pas fait et souhaite maîtriser cette technologie pour plus tard peut-être envoyer donc, justement le rover dans 2 ans et puis peut-être des missions habitées ou d'autres choses sur la planète Mars. Donc en fait, envoyer cet atterrisseur est hyper important pour maîtriser la technologie d'atterrir sur Mars. Le module va avoir une deuxième mission, peut-être histoire de rentabiliser un petit peu l'équipement, il va analyser le champ magnétique martien. De toute façon, ça ne va pas durer longtemps, il n'a que quelques jours de batterie. Donc, principale mission, atterrir, ensuite envoyer les données par rapport à l'atterrissage et faire quelques études scientifiques. Enfin, le rover, dont je ne vous parlerai pas beaucoup parce qu'il sera lancé qu'en 2018, lui, il pourra forer sous la surface. La surface de Mars, elle est très abîmée puisque l'atmosphère a quasiment disparu, donc les rayons du soleil en fait abîment énormément la surface. Donc, ce qui est important avec ce rover, c'est qu'il pourra aller forer de 1 à 2 mètres sous la surface. Et donc aller chercher des traces de vie, de l'eau ou même d'autres choses qui n'ont pas encore été altérées par les éléments. Rendez-vous dans 2 ans pour parler de celui-ci. Parlons maintenant du planning des prochains mois et des prochaines années concernant cette mission. Le 14 mars 2016, décollage. Attendez, et pourquoi le 14 mars d'ailleurs? Oui, c'est vrai, pourquoi le 14 mars? Pourquoi en cette période? Parce que les planètes seront suffisamment proches pour permettre un voyage court, entre guillemets court, 7 mois. Il faut savoir que cette fenêtre de lancement a lieu tous les 2 ans et 2 mois, donc il ne faut pas se rater. La prochaine d'ailleurs, ce sera le lancement du rover en 2018. Alors reprenons. Le 14 mars, c'est le décollage. 7 mois plus tard, on arrive dans la banlieue de Mars. Les 2 modules vont se séparer. L'EDM de son côté va préparer son entrée dans l'atmosphère. Il est à 122,5 km d'altitude et il va encore à 21 000 km/h. Sa chute est ralentie par les frottements avec l'atmosphère. Il en profite pour rallumer ses instruments, notamment l'altimètre, qui, à 11 km d'altitude, va déclencher le parachute. La vitesse estimée à ce moment-là est 1650 km/h. Ensuite, on arrive à 7 km d'altitude. Là, on est à peu près aux altitudes des avions de ligne. La vitesse est encore 270 km/h. On largue le parachute et on allume les rétrofusées. Enfin, à 2 mètres au-dessus de la surface du sol, la vitesse est encore de 7 km/h, c'est à peu près la vitesse de quelqu'un qui marche vite. Et là, le module va s'écraser tout simplement sur la surface. Alors rassurez-vous, c'est prévu, le socle du module est fait d'une surface, d'une matière qui va pouvoir s'écraser et amortir la chute des instruments scientifiques qui sont à bord de l'appareil. De son côté, l'orbiteur TGO, lui, continue sa route. Là, c'est intéressant, il ne peut pas se mettre en orbite directement dès qu'il arrive autour de la planète Mars. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va le faire passer dans l'atmosphère pour le ralentir. Ça va le mettre en orbite elliptique d'environ 20 000 km sur 300 km. Et puis petit à petit, ces différents passages dans l'atmosphère vont continuer à le ralentir et finir par le mettre en orbite circulaire à 400 km d'altitude, d'où il commencera ses relevés de gaz. Il fera le tour de Mars en 2 jours. Tout ça, ça va lui prendre 1 an et sa durée de vie est prévue pour 5 ans environ. Alors, je récapitule pour ceux qui n'ont pas suivi. 14 mars, décollage. 7 mois plus tard, arrivée dans la banlieue de Mars. 3 jours plus tard, atterrissage de l'atterrisseur, de EDM. 1 an plus tard, l'orbiteur se met en orbite autour de la planète et commence ses analyses scientifiques. On parle de décembre 2017. Et enfin, 5 ans plus tard, fin de la mission. Et, pardon, j'oubliais, 2018, envoi du rover qui lui va aller faire les trous fourrés de 1 à 2 mètres sous la surface. C'est plus clair? En conclusion, au-delà de l'exploit technologique, je voudrais souligner à quel point c'est important de maîtriser les technologies dont j'ai parlé. Savoir orbiter autour de la planète Mars pour pouvoir avoir son propre relais de télécommunication, savoir faire atterrir quelque chose sur la planète pour plus tard envoyer d'autres missions scientifiques, des missions habitées, sans avoir besoin également des autres nations. C'est-à-dire sans avoir besoin de partager ses résultats technologiques, sans avoir besoin de financer d'autres agences qui vont avoir des lanceurs ou des moyens d'atterrir. On pourra tout faire soi-même.
Les intérêts scientifiques sont pour le bien commun, sont pour le bien de l'humanité. Mais regardez par exemple comment de plus en plus de pays aujourd'hui cherchent à avoir un accès indépendant à l'espace, en ayant ses propres lanceurs. Regardez comment de plus en plus de pays veulent avoir leurs propres satellites de communication, tout simplement pour ne pas dépendre des autres, financièrement et également pour des histoires de secrets également de communication. L'exemple du programme ExoMars nous montre bien que cette guerre technologique n'a pas de limite, que la concurrence spatiale a toujours lieu, comme du temps de la guerre froide, sous des formes bien plus pacifiques, heureusement, mais est toujours active. La pause Café Science, c'est fini pour aujourd'hui. Toujours pareil, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, envoyez-moi un email. Et puis rendez-vous le 14 mars pour le décollage et l'envoi des sondes. Et vous pensez qu'il y a des extraterrestres sur Mars ?